Bienvenue à Saint-Émilion, joyau médiéval niché au cœur des vignes bordelaises. Ce village, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999, est bien plus qu'un simple décor de carte postale. Son histoire commence au 8e siècle, lorsqu'un moine breton, natif de Vannes, nommé Émilion, connu pour sa charité, quitte sa famille et sa Bretagne pour s'installer ici en ermite. Il donne son nom à la cité, qui deviendra un haut lieu spirituel et viticole. Il meurt en 767. Au XIe-XIIe siècle, un monastère est édifié ainsi qu'une église monolithe, creusée dans la falaise, et qui devient l'église paroissiale jusqu'à la Révolution. Le XIIe siècle est une période clé pour Saint-Émilion. D'abord, la région passe sous la tutelle des Anglais en 1152 suite au mariage d'Aliénor d'Aquitaine et du roi Henri Plantagenet, le futur Henri II. Le bourg s'enrichit grâce aux échanges vinicoles avec l'Angleterre. Le village est un véritable musée à ciel ouvert, avec ses ruelles pavées, ses remparts, ses portes fortifiées et ses maisons en pierre dorée. Alors, prêt à remonter le temps et à goûter à l'éternité ? Nous commençons notre visite de la ville par l'ermitage qui se situe sous la chapelle de la Trinité. D'après la tradition, Émilion est venu s'installer dans cet endroit désert, au pied de l'escarpement, dans une grotte formant un abri naturel et exposée au sud. Le récit de sa vie précise que dans sa caverne se trouve l'oratoire, un lit, une table, une source, et le siège de la fécondité qui, comme son nom l'indique, permettrait à certaines femmes de recouvrer une fertilité perdue. L'un des trésors les plus fascinants est l'église monolithe, édifice religieux souterrain entièrement creusé dans la roche calcaire au début du XIIe siècle. Elle est l'une des plus grandes d'Europe. Un lieu mystique, fragile et uniquement accessible en visite guidée. Le visiteur qui arrive à Saint-Émilion découvre uniquement un clocher haut de 68 mètres édifié au XIIe siècle au-dessus de l'église souterraine. Du grec ancien mono, signifiant unique, et lithos, pierre, son nom qualifie un édifice creusé à l'intérieur du plateau calcaire. Ses proportions impressionnantes, 38 mètres de long pour 12 mètres de haut, intriguent par sa conception hors du commun. La tour du roi est le seul donjon roman encore intact en Gironde, haute de 14,50 m et de 9,50 m de côté. Situé à l'intérieur des remparts de la cité, l'édifice repose sur un massif rocheux, isolé de toutes parts et creusé de grottes naturelles et de carrières exploitées depuis le Moyen-Âge. Les historiens divergent sur sa date de construction, mais s'accordent à dire au XIIIe siècle. Et par qui ? Le roi de France Louis VIII en 1224 ou Henri III Plantagenet, roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine en 1237. Une troisième possibilité est que la Jurade, le conseil municipal médiéval, ait ordonné sa construction. La collégiale de Saint-Émilion fut édifiée à partir de 1110, à la demande de l'archevêque Arnaud Géraud de Cabanac. La communauté religieuse installée dans ces murs entre le XIIe et le XVIIIe siècle était un collège de chanoines suivant la règle de saint Augustin. Les chanoines s'assuraient du respect du bon fonctionnement de la vie religieuse à Saint-Émilion. Le transept et le chœur de la collégiale ont été transformés entre les XIIIe et XVe siècles, laissant alors le style gothique faire son entrée dans l'église. Lieu de vie pour la communauté, le cloître est un centre géographique et spirituel pour le monastère. Il est un lieu de prière clos où la seule véritable sortie est celle vers le ciel, le jardin central étant un symbole du jardin d'Éden. Aujourd'hui, la collégiale est l'église paroissiale du village. Fondée à l'initiative de saint François d'Assise au XIIIe siècle, l'ordre des franciscains est un ordre concentré sur la prière, la prédication et la mendicité.
Ils sont mieux connus dans la France médiévale sous le nom de cordeliers en raison de la corde qui leur servait de ceinture. Établis hors des murs de la ville, leur premier couvent a souffert de la guerre de Cent Ans opposant les rois de France à ceux d'Angleterre. À la fin du XIVe siècle, ils bâtirent leur nouveau couvent à l'intérieur de la ville. L'ensemble était composé d'une église, d'un cloître, d'un jardin, d'un chai, d'un cuvier, d'une cave, d'une cour, ainsi qu'un corps de logis. L'entrée de cet ancien couvent conduit au cloître dont les ruines imposantes sont des plus remarquables. En 1892, la famille Ménaud rachète le domaine et les galeries souterraines et élabore un vin pétillant, le Crémant de Bordeaux. L'église, à nef unique, donne un accès aux caves creusées dans la roche calcaire à 17 mètres de profondeur. De nombreuses sources ont donné naissance à des puits et fontaines qui alimentent la ville haute et la ville basse. Deux de ces sources furent aménagées en lavoir au XIXe siècle et fournissent une eau claire et limpide, la fontaine de la Place et la fontaine du Roi. La fontaine de la Place, le plus petit des deux lavoirs sans toit à l'origine, était réservée aux buandières des quartiers populaires. La fontaine du Roi est le plus grand des deux lavoirs. Couvert, il constituait le lieu réservé aux lavandières des quartiers riches, leur assurant ainsi un abri en cas d'intempéries. La maison de la Cadenne est la seule maison à pans de bois du village et possède une façade datant du tout début du XVIe siècle. La maison possède encore une remarquable tour polygonale contenant un bel escalier à vis. Des sculptures ornant les parties basses en bois de la maison laissent place à plusieurs interprétations, personnages, animaux, végétaux ou fruits. D'un point de vue historique, le nom de Cadenne tiendrait son origine de l'un des propriétaires de cette maison au XIIIe siècle, Guillaume Renaud de la Cadenne. La porte de la Cadenne est postérieure aux 6 portes romanes des remparts. Cette arcade ogivale était l'unique porte de l'enceinte fortifiée intérieure. Le couvent des Ursulines fut édifié en 1620 afin de raviver la foi catholique face à la réforme de l'Église. Ce couvent et ses 18 religieuses avaient pour but principal de proposer un enseignement gratuit aux jeunes filles des classes pauvres de la ville et de sa juridiction. Lorsque la Révolution éclate, les biens du clergé sont nationalisés et quelques années plus tard, en 1792, les biens sont vendus pour être utilisés à d'autres fins. Aujourd'hui, le couvent est devenu propriété viticole. À Saint-Émilion, où le site est naturellement doté de pentes, le village a su s'adapter en modelant son relief avec des ruelles typiques de la cité, pentues et au pavage irrégulier, appelés tertres. Les pavés qui ornent les 4 tertres de Saint-Émilion nous viennent des Anglais, qui, à chacun de leurs voyages en bateau, en lestaient leurs cales et les remplaçaient ensuite de barils de vin. Les pierres ainsi laissées sur les berges de la Dordogne firent le bonheur des terrassiers. La halle, avec ses arcades en plein cintre et moulures gothiques, prolongeait, au Moyen-Âge, le marché qui se tenait sur l'actuelle place de l'église monolithe. La Jurade, le conseil municipal, siégea durant plusieurs siècles dans la tour du roi, mais au XVIIIe siècle, décision fut prise d'investir la halle et y tenir les réunions publiques au cœur de la cité. Les remparts de Saint-Émilion auraient été commandités par l'Angleterre au XIIe siècle dans le but de protéger le prospère village de Saint-Émilion. Ce mur peut être aussi considéré comme un mur d'apparat dont le but premier aurait été de montrer la puissance du village plutôt que de le protéger. Le mur d'enceinte courait sur environ 1,5 km autour du village. Depuis le Moyen-Âge, le village de Saint-Émilion recèle des caves souterraines monolithes, c'est-à-dire taillées à même la roche.
Tout au long des siècles, les pierres furent extraites pour servir à la construction des maisons, remparts, églises et monastères de Saint-Émilion et de ses alentours, et notamment à la construction du Grand Théâtre de Bordeaux. Cette roche, un calcaire assez tendre déposé il y a 30 millions d'années, lorsque la mer formait un golfe étendu et peu profond recouvrant la région actuelle. Mais Saint-Émilion, c'est aussi un nom qui résonne dans le monde entier grâce à son vin. Ici, chaque parcelle raconte une histoire, chaque millésime est une œuvre d'art. Le vignoble, cultivé depuis des siècles, est le premier paysage viticole en activité inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors prêt pour partir à la découverte de ces merveilles historiques, religieuses et même souterraines, Saint-Émilion n'a pas fini de vous surprendre.